Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. Je vous l'avais promis à l'épisode précédent. Aujourd'hui, on va parler changement de carrière professionnelle, notamment à la trentaine. Parce que souvent, c'est quand on est établi et qu'on a tendance à se reposer sur ses lauriers. Or, la chanson que l'on va utiliser aujourd'hui pour la thématique, c'est une chanson de Drake, Zero to 100. I go 0 to 100 real quick. C'est vraiment, ce qui anime ma vie professionnelle et c'est ce que je vous invite ou encourage à faire si vous en avez la capacité. Cette thématique, on en avait parlé en space, mais malheureusement, alors c'était enregistré, mais un ou plusieurs auditeurs m'avaient demandé de supprimer l'enregistrement, donc vous ne pouvez pas le retrouver en allant sur le compte Twitter @bo2, chiffre de ma vie. Il n'y est pas. Si vous allez par contre, sur Twitter et que vous cherchez le hashtag, hashtag BO de ma vie, vous pouvez retrouver quelques réactions, mais ça va être décousu parce que vous n'aurez pas, l'enregistrement pour aller avec. Mais ne paniquez pas, je me souviens des questions qui avaient été abordées et de toute façon, il fallait que je vous apporte, comme d'habitude, ma petite touche personnelle pour, vous faire aussi un update de ma vie professionnelle. Toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être job de rêve, l'impact un peu sociétal et culturel, autour de nous sur l'aspect carrière et changement de carrière, la peur de sortir de sa zone de confort, les petites actions qu'on peut mener pour, garder un œil sur ce qui se passe sur le marché du travail et surtout se placer. Donc voilà, j'ai beaucoup, de choses à vous dire. Normalement, ce sera un épisode un peu plus court que d'habitude parce qu'on avait déjà parlé un peu du monde du travail, par rapport à la conscience professionnelle et à quel point c'était une foutaise incroyable pour, vous culpabiliser. Là, vraiment, on va se focaliser sur vous en tant qu'individu et ce que vous pouvez faire si vous voulez, ou si vous pouvez changer de métier ou de carrière. Dedans, c'est important, on parle beaucoup de salariat parce que c'est ce que je connais le mieux, même si j'ai fait une tentative, pour aller vers l'entrepreneuriat. Par contre, je vais un peu parler de l'entrepreneuriat, aussi parce que c'est important. Certains d'entre vous y êtes, certains d'entre vous veulent faire une transition, beaucoup d'entre vous en rêvent mais ne savent pas ce que ça implique. Donc voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, on commence tout de suite. Vraiment, pour faire un bon passage de 0 à 100, je me souviens que pendant le space, la première question que j'avais posée aux auditeurs, c'était: «Quel est votre job de rêve?» On avait eu plusieurs réponses. Le mien, c'est, capitaine de bateau. Je pense que je rebats les oreilles de tout le monde avec ça depuis un moment. Je veux, passer mon permis bateau, je vais passer mon permis bateau. D'abord le permis côtier, je vais voir si je fais le hauturier ensuite, ça dépend où je vais, piloter le bateau en question. Mais c'est quelque chose qui me fait rêver parce que j'aime beaucoup alors d'une part, j'aime conduire de base, on m'appelle pas Nel Toretto pour rien et je suis une fille de la mer. Certains vont dire que c'est lié à mon signe astrologique parce que j'ai un signe d'eau, mais j'ai le pied marin à 300. Je suis une descendante de pêcheurs. Vraiment, la mer et moi, ça fait un. Donc mon job de rêve, c'est ça et je pense qu'à un moment dans ma vie, je vais effectivement utiliser ce permis bateau et une formation plus poussée pour devenir capitaine. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers ces jobs de rêve? Et c'est ce que j'ai demandé aux auditeurs et je vais vous donner ma réponse. Ce qui m'empêche tout de suite de passer le cap, vous voyez, j'ai déjà le jargon un peu des marins, hein, vraiment capitaine ad hoc. Le truc qui me gêne le plus, c'est, mon passé de pauvre, mon statut d'enfant de pauvre. J'ai peur de manquer de quelque chose. C'est pas le changement qui me fait peur. Je vais vous parler, vraiment de toute ma carrière, de tout ce que j'ai pu faire. Le changement, ça ne me fait pas peur. Le fait de manquer financièrement, ça par contre, je panique. Quand à la fin du mois, j'ai payé toutes mes factures, j'ai fait des sorties, j'ai même payé des week-ends pour aller en villégiature avec mes amis, il me reste 500 € à la fin du mois, je panique. Je me dis: «Et comment ça 500?» alors que c'est beaucoup et il me reste 500 une semaine avant de recevoir ma paye et moi je panique. Donc c'est le truc qui peut m'empêcher de franchir le cap un petit peu et le deuxième élément,
qui me fait un peu peur, c'est, potentiellement de devoir retourner sur les bancs de l'école. Oh là là! Parce que l'école et moi, ouais, je suis une tronche et cetera, il y a pas de souci. Apprendre, c'est un régal. Apprendre, c'est un régal. Par contre, rester assis pendant des heures à digérer un contenu vomi par quelqu'un qui en plus, va axer uniquement sur la théorie et ça me gonfle. C'est ce que je détestais le plus sur les 18 ans que j'ai passés à l'école. Donc c'est ce qui m'en empêche. Par contre, je vois en ligne de mire, ce que je pourrais y gagner, c'est peut-être que je gagnerais moins d'argent, mais c'est juste, avoir l'impression de se lever pour aller bosser sans que ce soit le bagne. Tu te lèves pas en te disant: «Ah, c'est quand vendredi? Quand est-ce qu'on arrête? Seigneur, jusqu'à quand?» Tu vois? En ligne de mire, j'ai ce truc-là de se dire: «Je vais me lever tous les jours, je vais faire un truc qui va me faire kiffer» et j'aurais plus l'impression de me faire chier. Là, je me fais pas chier dans mon job actuel, je vais vous dire après, mais vraiment, quand tu en as marre, tu peux plus te voir tes collègues et tout, ouais, tu peux penser à ce job de rêve et tu peux commencer à réfléchir à: «OK, quand est-ce que je vais passer à ça? Qu'est-ce que je dois faire exactement?» Donc voilà, pensez de temps en temps à votre job de rêve. Si vous pouvez, levez les barrières qui vous empêchent d'aller à ce job de rêve. Quand c'est des questions financières, je peux comprendre, voilà, c'est alimentaire, faut qu'on continue de subsister. L'inflation nous botte tous le cul, donc j'en suis très consciente. Mais penser à son job de rêve, ça ne veut pas dire qu'il faut le réaliser tout de suite maintenant. Ça peut être quand vous avez 40 ans, 50 ans, 30 si vous ne les avez pas encore ou si vous venez de les avoir, mais il y a pas d'urgence en tout cas. Songez-y, faites un plan si vous voulez, mais voilà, ça peut être réalisable, mais pas dans l'instant. Il y a un truc aussi qui peut nous empêcher et c'est le point suivant, il y a un impact sociétal très, très lourd, sociétal et culturel, de ce que nos parents ont pu nous dire et ce que nos parents ont pu faire, en termes de carrière. Personnellement, mes parents ne sont pas nés en France, ils sont arrivés en France, ils avaient pas la petite vingtaine. Ils sont venus terminer leurs études ici et cetera et mes parents font partie de cette génération, ils sont nés à la fin des années 50. Enfin, mon père en 53, ma mère en 56. Ils sont nés à cette période où, pour eux, avoir un job, c'est d'abord sécurité de l'emploi. Bien se sentir au taf, les conditions de travail, la considération, la réalisation de soi, ce qui est au top de la pyramide de Maslow, c'est pas leur problème. Eux, ils veulent juste dire: «J'ai un boulot, on va pas me foutre dehors d'ici demain» et encore, parfois ils se sont foutus le doigt dans l'œil, c'est tout ce qui compte. Choper un job, y rester, baisser la tête, faire profil bas et puis attendre la retraite. Mais est-ce que nos parents sont heureux pour autant? Je vous réponds, du point de vue des miens, absolument pas. Pas du tout. Posez-vous la question ou posez la question à vos parents, à savoir s'ils sont heureux dans leur vie professionnelle. Quand ils, privilégient uniquement la sécurité et je comprends, attention, c'est un truc que je comprends totalement. Surtout quand tu quittes l'endroit où tu es né, tu débarques dans un endroit qui n'est à la base pas le tien, où finalement tu passes le plus clair de ta vie, hein, proportionnellement, mais tu continues de te dire: «Hey, je suis chez moi, mais pas vraiment». Je peux comprendre totalement et puis il y a aussi ce syndrome de l'imposteur qui les habite tous quand ils sont dans cette situation, là où ils se disent: «Est-ce que je mérite? Est-ce que je peux aller demander plus?» et cetera. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça, c'est l'exemple de ma mère. Je crois que je l'ai déjà dit, ma mère travaille dans un ministère, elle bosse pour l'État français. Ma mère est fonctionnaire depuis plus de 25 ans, enfin plus de 25 ans dans le même ministère, mais elle en a fait beaucoup d'autres avant. Ma mère, elle a fait Assemblée nationale, tourisme, environnement et aménagement du territoire et cetera. Elle a bossé avec les Dominique Voynet, les Debré, même quand j'étais toute petite, elle m'embarquait à l'Assemblée nationale, je croisais les Chirac et compagnie, Alain Juppé et compagnie.
Maintenant, tout de suite, 25 ans qu'elle est dans le même ministère que je ne vais pas nommer, mais pour vous donner un ordre d'idée, la ministre en question était il y a pas longtemps dans un live Twitch. C'est tout ce que je vais vous dire. 20 un peu plus de 25 piges qu'elle est là-bas et ma mère bosse, je vous mens pas, hein, elle bosse sur un emploi de catégorie B dans le public, enfin dans la fonction publique, en tout cas d'État, c'est sûr. Tu as 3 catégories, C, B et A. C étant la plus basse, A étant la plus élevée. Ça fait 25 ans que ma mère a un emploi de catégorie B, mais elle est payée en C. Vous croyez que ma mère a dit quelque chose? Non, parce qu'il faut baisser la tête, pas trop faire de bruit et puis pas trop réclamer. Ce sont les syndicats qui sont venus s'intéresser à sa situation pour dire: «Madame, il y a un souci là. Comment ça ton emploi c'est de catégorie B depuis des années, tu es payée en C? T'inquiète, on va prendre le sujet en main». Donc elle a bossé avec eux, elle a passé un examen, interne et cetera, pour être revalorisée alors qu'elle part à la retraite à la fin de l'année. Est-ce que vous voyez la dinguerie que ça représente? Tout ce que nos parents ont pu faire et dire, parfois en termes de carrière, d'emploi et cetera, pour nous inviter à choisir, la sécurité, ça peut nous avoir matrixés. Et j'ai eu de la chance, ça a pas été le cas. Alors finalement, parce que je bosse dans les ressources humaines, mais même quand, j'étais dans mes études supérieures et que, justement dans mes études supérieures, on nous inculquait au contraire: «Fuyez le public, la vie de fonctionnaire, c'est immonde, vous allez pas évoluer, c'est plan-plan et cetera». Ma mère, elle me regardait d'un air: «Mais comment ils peuvent vous dire ça? Mais la sécurité de l'emploi alors? Alors que dans le privé, on peut vous virer n'importe comment». Ben justement, non. Mon métier et ma formation, c'est de comprendre qu'on peut pas te virer n'importe comment dans ce pays. Pas n'importe comment. Non. Donc, vraiment, je comprends aussi si vous, de votre côté, vous avez été élevé à cette soupe, vous avez été biberonné à la sécurité de l'emploi, à l'absence de prise de risque professionnelle. C'est quelque chose que je comprends. Donc je ne vais jamais vous blâmer pour ça. Cependant, il y a une différence entre notre génération ou la vôtre, ça dépend de votre âge, et celle de mes parents ou nos parents. C'est que nos parents, certes, ils baissaient la tête et ils étaient pas heureux au travail, mais on les a pas entendus se plaindre. Ce que je veux soulever par rapport à notre génération ou la vôtre, si vous êtes un peu plus jeune que moi, c'est que d'une part, vous avez écouté les conseils des parents, vous vous êtes enterrés dans une petite routine, dans un truc qui vous rend pas heureux, mais vous restez pour rester parce qu'il faut avoir un boulot. Ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas heureux, vous n'apprenez rien et en plus vous vous plaignez. Mais non, ça peut pas se passer comme ça. Nos parents, je leur trouve une excuse. Ils sont nés ailleurs, ils ont baissé la tête, mais ils ont pas dit grand-chose, voire ils ont rien dit. Je vous ai donné à l'instant l'exemple de ma mère. Vous, de votre côté, si potentiellement vous êtes né en France, vous êtes arrivé très, très jeune, quelle est votre excuse? Que vous choisissiez d'avoir un métier alimentaire qui ne vous plaise pas trop, il y a pas de souci. Mais derrière, vous pouvez pas vous plaindre à qui veut l'entendre ou qui ne veut pas l'entendre d'ailleurs, que ça vous saoule, que machin. C'est entre vos mains. Votre carrière, elle est entre vos mains. Et c'est pour ça que vraiment vous pouvez opérer un changement, mais drastique en un rien de temps. C'est juste que vous ne le savez pas. Il y a un truc vraiment par rapport à cette peur du changement ou le fait de trop aimer sa zone de confort, de trop aimer se reposer sur ses lauriers comme Jules César, vraiment, c'est qu'il faut pas en fait avoir peur potentiellement de reprendre les études ou de changer de secteur d'activité. Même si vous gardez, le même métier, hein, même type de poste et cetera. Je comprends que le changement ne soit pas fait pour tout le monde. Je vous dis pas que si vous êtes, vendeur de fruits et légumes, il faut vous réveiller demain comme ça et dire que, ah, vous allez vous lancer dans, un job d'huissier ou de notaire. Admettons. Des trucs totalement opposés, là où il faut des années d'études et tout. Même s'il y a, voilà, il peut y avoir des passerelles, mais bon, entre vendeur de fruits et légumes et huissier ou notaire, vraiment, il y a aucun lieu commun. Vous allez devoir vous manger la totalité du cursus sur, 6, 7 ans, je ne sais plus. Mais n'ayez pas peur potentiellement de reprendre les études et c'est même moi, futur capitaine de bateau, qui vous dit ça, parce que parfois, il y a des passerelles. Soit il y a des éléments communs,
et vous pouvez, commencer, le cursus bien plus tard et pas, faire comme si vous veniez d'avoir le bac. Soit il y a des choses comme la VAE, la validation des acquis, de l'expérience, ou la VAP, validation des acquis professionnels. Vous avez peut-être exploré certaines choses qui font que vous pouvez prétendre à un certain niveau d'études. Vous pouvez valider comme ça parfois, vous avez juste validé le bac, vous avez bossé dans un métier, vous vous retrouvez à pouvoir valider un bac+2 voire bac+3. Je vous donne cette fois-ci l'exemple d'une de mes amies. Une de mes amies, c'est ma sœur, c'est pas une de mes amies, c'est ma sœur. Ma sœur d'une autre mère et d'un autre père, elle a, validé un bac littéraire. Elle a commencé ses études, supérieures en histoire, elle a arrêté pendant son année de L3. Ensuite, elle a bossé dans différents domaines, dont dans, on va dire, dans le domaine de la sphère administrative médicale. On va dire ça comme ça pour rester très évasif. Elle a voulu, au début, faire une reprise d'études et cetera. Elle s'est tournée vers, la validation des acquis professionnels, si je dis pas de bêtises, VAP ou VAE, je sais plus laquelle elle a fait parce que ça commence à remonter. Elle a validé une licence. Elle a validé sa L3, elle a fait son dossier et tout, elle a validé une licence dans ce domaine de gestion, administrative médicale, ou d'accompagnement dans, voilà, pour ce qui va être plutôt admin médical. Elle est pas devenue médecin, mais c'est plus dans, voilà, de la gestion des établissements médicaux. Mais c'est génial! La meuf a fait un bac littéraire, une licence d'histoire, elle s'est retrouvée à valider de facto avec son expérience professionnelle une L3 dans la gestion des établissements médicaux. Donc souvent, vous avez ce doute-là sur la reprise d'études ou même la validation, en fait, de ce que vous savez déjà faire. Je vous assure que la VAE et la VAP peuvent vous permettre parfois de pas du tout reprendre des études, ou du coup de reprendre, du coup, à partir d'un bac+3, bac+4, bac+5. Donc n'ayez pas peur de ça. La reprise d'études, notamment quand on est adulte, il y a un autre exemple, alors vraiment, c'est vraiment dans la même, c'était dans le même type de métier, mais j'ai aussi une petite choupette, ma petite star, qui est la reine du voyage en solo, elle se reconnaîtra. Elle a repris, alors là, je crois que c'est sa dernière année, je crois que c'est en septembre 2022 qu'elle a repris, pour faire un master, en banque. Elle est en alternance. Elle a 27 ans de tête, de mémoire, 27, 28 ans, et elle a pris ce risque-là. Mais vous pouvez avoir, des modalités auprès de votre employeur, ou sinon, n'hésitez surtout pas. Tous les Français qui sont salariés, ont un compte personnel de formation, le CPF. N'oubliez pas, il va y avoir des nouveautés par rapport au CPF. On va nous demander une sorte de ticket modérateur où on va devoir participer. Donc s'il faut utiliser votre CPF, c'est maintenant. Vous allez sur mon compte formation.gouv.fr, je crois. Il faut se connecter, via, l'ANTS ou l'identité numérique, via un compte, La Poste. Vous verrez de toute façon, il faut votre numéro de sécurité sociale, c'est lié aux cotisations qui sont versées par votre employeur, donc c'est lié à votre numéro de sécu. Vous tapez votre numéro de sécu, vous faites votre compte et vous allez voir combien d'argent vous avez. Vous êtes éligible maintenant à tout type de formation. Je vous donne des exemples. Si vous voulez utiliser votre CPF, et vous pouvez faire des tas de choses avec. Bon, le permis bateau, ça y est pas. Par contre, le permis B, il y est. Le permis voiture fait partie des choses que vous pouvez payer avec le CPF. Donc les piétons notoires qui n'ont pas encore le permis mais qui voudraient le passer, n'hésitez pas à utiliser le CPF, l'argent que vous avez dessus, pour payer votre permis. Pareil, en France, on a un vrai déficit au niveau des langues étrangères et notamment en anglais. C'est une catastrophe. Je travaille dans une entreprise américaine où il y a une entité en France, et on a des gens qui ont des niveaux et des salaires incroyables, qui ont encore des niveaux d'anglais qui me hérissent le poil. Je vous assure, des fois, j'entre dans des réunions en visio et j'entends le niveau d'anglais de certains Français.
C'est catastrophique. Tu as la quarantaine, tu as un salaire de fou malade, d'après moi en tout cas, hein. Je vous rappelle, je suis une enfant de pauvre, donc pour moi, c'est des salaires vraiment élevés et tu ne sais pas t'exprimer en anglais dans une boîte américaine. Eh ben, tu peux utiliser ton CPF pour améliorer ton niveau d'anglais. Je pense que tu peux passer le TOEIC, le TOEFL ou je ne sais plus quoi d'autre, ou même juste avoir des formations. C'est génial. D'ailleurs, je me dis que je vais peut-être repasser mon TOEIC parce que le mien, il date, juste pour remettre à jour mon score. Je vais pas vous dire mon score parce que ça fait la meuf qui se la raconte, mais juste pour qu'il soit, mis à jour. Après mon CV et mon expérience parlent d'eux-mêmes. Mais pour le fun, je vais le repasser. Donc n'hésitez pas pour ça. Je me suis intéressée il y a pas longtemps, à la psychologie. J'ai fait de la psycho dans mon cursus RH, donc il y a moyen que je n'ai pas besoin de faire les 5 ans pour, avoir un diplôme de psychologie. Peut-être juste l'année de master 1 et master 2 finalement. D'ailleurs avec le CPF, il y a une partie qui, voilà, qui peut être totalement prise en charge par le CPF. S'il y a un reste à payer, vous pouvez le payer vous-même ou si vous êtes à Pôle emploi peut participer. Enfin, il y a énormément de moyens de faire des reprises d'études ou des réorientations, surtout si vous êtes salarié. Parce que, évidemment, nos amis entrepreneurs n'ont pas les mêmes avantages. Ils doivent payer pour tout, ils payent leur sécu, via l'URSSAF. Je sais que c'est un terme qu'ils détestent l'URSSAF avec leurs cotisations, mais leur mutuelle, ils la payent plein pot à des tarifs, je crois que vous rendez pas compte à combien ça coûte une mutuelle quand on doit payer la part totale. On est sûrement sur du 150 à 180 € quand on veut une bonne couverture et il y a pas toutes les autres protections et notamment, le CPF, il n'est pas là pour les entrepreneurs. Ils doivent tout payer, tout est à leur charge, d'accord? On va reparler du cas, des entrepreneurs tout à l'heure. Donc si vous voulez faire une reprise d'études, une reconversion, compléter votre formation, n'hésitez pas, il y a et le CPF et parfois dans certaines entreprises, il y a des congés spécifiques de formation et cetera. Ou quand vous êtes en dehors de l'emploi, vous pouvez vous orienter vers Pôle emploi pour des formations et autres. Il y a une chose élémentaire, ça me paraît élémentaire et je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, mais je vous le rappelle, gardez toujours votre CV à jour. Ne vous dites pas que ouais, c'est bon, vous avez un CDI, vous avez, validé votre période d'essai, c'est bon, votre CV, on peut l'archiver. Non, 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 non. Tu le mets à jour avec ton poste actuel, tu vas ajouter ce que tu as appris en plus au fil du temps sur ce poste, des projets spécifiques, des choses que tu as accomplies. Si ton périmètre augmente, eh ben, le périmètre que tu vas mettre sur ton CV, c'est ton dernier périmètre, le plus élargi, pas celui avec lequel tu as commencé sur le poste. Mettez votre CV à jour et surtout, alors votre CV, en version, Word puis PDF, ne me demandez pas pourquoi. PDF le CV, arrêtez avec les CV sous Word, enfin, les envoyez pas. Ce que vous partagez, c'est la version en PDF. Donc votre CV en tant que document et surtout pour ceux qui sont dans ce type de métier qui le nécessite, votre profil LinkedIn. Il faut que l'on sache que vous êtes toujours dans cette entreprise, que vous vous occupez de tel type, de sujet, de projet, que c'est ça votre métier, juste parce que ça va vous permettre une chose simple, c'est d'être repéré par des recruteurs. LinkedIn, c'est la jungle. Vraiment, les chasseurs de tête, les, cabinets de recrutement sont très, très, très nombreux et très actifs sur LinkedIn. LinkedIn, pour ceux qui voilà, LinkedIn, on va le prononcer comme ça. Ça va vous permettre d'être visible et d'être contacté. À partir de là, ne raccrochez jamais ou ne refusez jamais les appels ou les messages directs que vous allez recevoir, pour des opportunités. Quand un cabinet de recrutement vous ajoute sur LinkedIn, c'est qu'il y a une opportunité ou que votre profil les intéresse. Ils vont vouloir regarder, ils vont vous envoyer un petit message pour vous dire: «J'ai telle opportunité, est-ce que vous auriez un moment pour que je vous la présente?» La seule réponse acceptable
à ces messages LinkedIn, c'est oui. Que vous soyez dans la boîte depuis 6 mois ou depuis 6 ans, la réponse doit être oui. Acceptez, donnez-leur un ou plusieurs créneaux et vous allez avoir la discussion avec eux. Parce que ce que vous allez découvrir sur votre métier et et son attractivité sur le marché du travail, ça va être beaucoup plus valorisant que ce que vous entendez dans votre entreprise. Et vous allez avoir une vraie idée de votre valeur sur le marché en réalité. Je vais vous donner un petit exemple de ce qui m'est arrivé récemment. Ces 4 derniers mois, j'ai été contactée par beaucoup de chasseurs de tête et j'ai eu beaucoup d'opportunités. À un moment, il y en a 4 qui s'étaient présentés et qui étaient vraiment, à point. Il y a même une opportunité que j'ai refusée et quand je vais vous dire laquelle, vous allez me dire que je suis folle. Mais je vais vous expliquer. Dans les 4 opportunités, chaque fois qu'on m'a demandé mes prétentions salariales, parce que mes prétentions, elles ont évolué en 4 mois en plus, sur la base des éléments que j'ai eus, grâce à ces contacts sur LinkedIn. À chaque fois, on m'a dit: «Oui, OK, pas de problème. OK, par rapport à ton profil, ça a du sens». Et c'était toujours plus que ce que je gagne sur mon poste actuel. Et là, je me suis dit: «Oh!» Donc clairement, on est en train de me dire que je suis sous-payée. On est en train de me dire que pour l'expérience que j'ai, pour l'expertise que j'ai, les compétences que j'ai, et globalement mon profil, je peux aisément demander plus. Je vais pas vous donner les chiffres de base, mais quand j'ai augmenté mon salaire de 7 000 €, ouais, de 7 000 € par an, hein, pas par mois, dis donc, on m'a facilement dit: «Ah oui, 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 oui». Il y a eu une opportunité où on m'a proposé, heu, 12 000 de plus. C'était, pour eux, c'était: «Ouais, OK, on est OK». Il y en a une où de base, attendez, j'essaye de refaire le calcul. On m'a proposé 22 000 € de plus. 22 000 € par an. Mais ça fait combien par mois? J'arrive même plus à compter. En net, ça fait 1 500 € par mois, je crois. On m'a regardée à l'aise comme ça pour me dire: «Oui, bien sûr». Et ça, c'était juste le salaire de base, hein, je vous raconte pas le reste. Donc clairement, gardez votre CV à jour et acceptez toutes les prises de contact qui peuvent, vous arriver pour vous présenter des opportunités. Il y a des études de salaire aussi qui peuvent vous donner énormément d'informations sur où vous vous situez. Je vais vous donner quelques noms parce que la plupart sont disponibles sur internet gratuitement. Il faut juste que vous acceptiez de donner votre adresse mail et ils vous les envoient. Je crois qu'il y a Robert Half, notamment pour les métiers, administration, bah, tout ce qui est finance, juridique, RH. Peut-être qu'ils ont aussi des parties, IT, vente et compagnie, mais c'est jamais celle que je téléchargeais. Donc ça, vous pouvez, y avoir accès. Il y a Hays, Hays, tous les ans, il y a une nouvelle version de leur une étude de salariale pour la France. C'est disponible, vous pouvez y accéder et il y a toutes les industries et tous les types de métiers. Vous avez uniquement, minimum, moyenne, enfin médiane et maximum, mais en fonction de l'ancienneté, en fonction des années d'expérience. Ça peut vous aiguiller. Je crois qu'il y a Michael Page aussi qui fait une étude de salaire. Vous pouvez totalement, y accéder. Il y a une autre chose qui peut vous être utile pour 2 éléments, et pour le salaire et pour vous assurer de la qualité d'un employeur. Parce que votre expérience juste à vous en tant qu'individu, parfois elle est juste liée à un bon ou mauvais manager. Si vous voulez évoluer dans votre boîte ou vous voulez aller dans une autre boîte et vous voulez savoir ce qui se dit dessus, il y a un site
génial qui s'appelle Glassdoor. Glassdoor, c'est un site qui permet aux salariés actuels et anciens salariés de s'exprimer sur le management, au sein de l'entreprise, l'opinion sur le PDG, de donner leur fourchette de salaire avec leur type de poste. Bon, évidemment, il faut quelque chose en échange. Donc pour accéder à Glassdoor et aux données qu'il y a dessus, donc Glassdoor, ça s'écrit Glassdoor, comme une porte en verre, pour montrer la transparence. L'échange qu'il faut, c'est qu'il faut donner soi-même ses propres informations. Vous dites dans quelle industrie vous êtes, dans quelle entreprise, je crois spécifiquement, quel type de poste vous avez, depuis combien de temps vous y êtes et combien vous gagnez, en tout cas une fourchette. Quand vous avez un poste isolé dans un pays comme moi, bon, après on vous repère vite, mais il y a des moyens d'être un petit peu malin. Et vous pouvez voir la réalité exprimée par les salariés actuels et passés d'une entreprise. Et notamment, vous pouvez avoir une idée des salaires. Parce que vous le savez, dans les offres d'emploi en France, actuellement, on a très rarement des fourchettes de salaire ou le salaire spécifique qui est donné pour un poste en particulier. Ça va bientôt changer. Normalement, en 2026, la transparence des salaires va être mise en place également en France. C'est le cas déjà aux États-Unis, à la base en Californie et à New York, mais maintenant c'est partout. La plupart des entreprises américaines le font partout aux États-Unis, et quand ils ont des entités ailleurs, ils le font aussi dans les autres pays. En France, normalement, la transparence des salaires va être mise en place en 2026. Donc en 2026, normalement, vous saurez à quel point on vous la met profond dans votre entreprise. Donc, gardez un œil là-dessus aussi. Donc voilà, gardez votre CV à jour, prenez les appels quand on a des opportunités à vous proposer et allez voir les études de salaire pour voir ce que vous ratez ou pour voir si vous êtes bien positionné, hein. Mais en général, on finit par voir qu'on se fait entuber par son employeur. Il est donc maintenant temps qu'on parle un petit peu de l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs choses qu'on a besoin de savoir. Je sais que les influenceurs, les gens sur TikTok, Instagram, YouTube, ce que vous voulez, peut-être même votre président est en train de vous présenter l'entrepreneuriat comme étant une alternative, une possibilité, comme quoi c'est facile. Il suffit de se lancer et puis c'est tout. Non, alors, il y a une vraie différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. C'est que le salariat, tout ce qui va être le paiement des charges, des cotisations, les impôts, vous allez payer que les vôtres. L'entrepreneuriat, tu as tellement de faut que tu choisisses ta forme juridique. Déjà, il faut que tu aies ça en tête, une partie juridique, et il faut que tu aies un minimum d'intérêt pour tout ce qui est comptabilité. Même si tu vas te prendre un expert comptable, il faut que tu piges ce que le gars est en train de te dire, parce que tu as des experts comptables qui peuvent t'entourlouper totalement. Il faut que tu choisisses, avec qui, bosser, de qui t'entourer pour ton projet d'entreprise. Il faut que tu saches faire idéalement, hein, pour moi, n'importe quel entrepreneur est censé savoir ça, sinon il ne faut même pas commencer. C'est, les, bilans prévisionnels, compte de résultats prévisionnels, faire une étude de marché. C'est ça que vous oubliez trop souvent aussi. Faire un business plan. Quand vous vous réveillez comme ça avec 50 000 idées, je salue votre créativité, hein, mais déjà il faut réaliser le truc. Ça sert à rien de parler pour ne rien faire derrière. Vous allez, en fait, vous frustrer vous-même et vous allez frustrer les gens auxquels vous en parlez de vos idées. Si vous êtes tout le temps là à avoir 50 000 idées et que vous ne faites rien, ben, je sais pas, écrivez. Faites un carnet de bord ou du coup peaufinez vos idées et cetera, mais si c'est vraiment pour juste parler de dire: «Ouais, je veux faire ça, je vais faire ça», alors que vous sortez jamais rien, franchement, c'est zéro. Derrière, et je vous le dis avec autant de bienveillance que possible, mais il faut concrétiser les choses à un moment. Derrière, il y a une chose aussi, que beaucoup de gens oublient. Alors oui, il y a des gens qui deviennent entrepreneurs, mais ils deviennent entrepreneurs par hasard ou ils se font de l'argent par hasard. Notamment les influenceurs, les gens de TikTok, de YouTube, de Snapchat, de ce que vous voulez.
parce que c'est avec, un truc qui fait le buzz, là, où ils se disent: «Oh, ça pète, donc je vais faire mon entreprise pour générer du revenu par rapport à ce truc qui pète» et derrière, ils vont essayer ensuite, de continuer à générer de l'argent avec, des de nouvelles idées, similaires ou pas, des trucs réels ou pas, enfin ça devient vraiment bourbier. Je vous recommande vraiment de démarrer avec un business plan. Connaissez, essayez de connaître si le d'identifier si le besoin existe. Si vous avez une clientèle cible, que veut cette clientèle? En termes de prix, de positionnement, quelle est la concurrence? Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà? Quand c'est quelque chose qui n'existe pas, ça ne veut pas dire que ça va marcher parce que c'est nouveau. Des fois, si ça n'existe pas, c'est parce que ça ne doit pas exister ou il n'y a pas d'intérêt pour ce type de produit. Donc, ne vous lancez pas n'importe comment dans l'entrepreneuriat parce que vous voyez tout le monde se lancer. D'ailleurs, vous ne voyez pas les échecs de ceux qui se lancent. En général, c'est un truc très, très français ça, on ne parle pas de ces échecs, on ne dit pas quand on se foire. Eh ben, je vous le dis, la plupart des entreprises foirent dans la première année. La plus grande des partie des entreprises qui sont créées foirent dans la première année. Vous n'avez même pas le temps d'apprendre l'existence de l'entreprise qu'elle s'est déjà cassée la gueule. Donc, cessez de rêver. Attention, faites vraiment attention aux termes que j'utilise. Cessez de rêver à l'entrepreneuriat. Ça ne doit pas être un rêve, ça doit être un projet, un un travail, une volonté intrinsèque. C'est pas juste: «Ouais, je vais me réveiller, j'en ai marre du salariat, je vais devenir entrepreneur». Ah ouais, tu sais faire quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu sais en plus qui va fonctionner? Quelle est la concurrence? Qui est ton marché? Quel est le positionnement? Quelle est ta clientèle? Bref, l'entrepreneuriat, c'est pas juste se réveiller et se dire: «Je vais être à mon compte». Même moi demain, je vous le dis, hein, je préfère, poursuivre, je sais pas si ça se dit comme ça en français. Je préfère poursuivre mon job de rêve de capitaine ad hoc, plutôt que de me dire que je vais être, RH indépendante à mon compte. Parce qu'il y a un truc simple, pour des bons entrepreneurs qui savent le faire et tout, prospecter, aller chercher des clients, ah non, c'est pas mon truc moi. Aller convaincre des gens que convaincre une entreprise avec mon CV et tout, que je devienne leur employé, leur salarié, c'est une chose. Je sais le faire très bien. Aller chercher plusieurs clients sur des projets différents et spécifiques qui parfois peuvent durer 2 semaines, 6 mois, 3 ans et derrière leur faire comprendre que le coût que je représente, donc ce qu'on appelle le taux, journalier moyen, c'est tant. Faire la commerciale là, non, c'est pas moi. Je suis vraiment pas capable de faire la commerciale. Donc je l'assume. Je pourrais faire des choses totalement différentes, mais être, RH à mon compte en tant que consultante, voilà, je suis pas sûre. On verra si je le fais à un moment, mais donc ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat parce que vous avez, une soif d'indépendance et de liberté, d'autonomie et cetera, sans être solide derrière et notamment sur ces aspects. Donc je vous l'ai dit, business plan et enfin, étude de marché, business plan, compte de résultats prévisionnels, bilan prévisionnel et tout ce qui est prospection parce que vous devez être le chef d'entreprise et le commercial et celui qui fait en même temps au départ, hein. Ne vous dites pas que vous allez vous réveiller et vous allez générer un chiffre d'affaires à je ne sais pas combien. Déjà, commencez à apprendre que chiffre d'affaires et bénéfices, ce n'est pas la même chose. Si vous ne savez pas, ne vous lancez pas comme ça à l'aveuglette dans l'entrepreneuriat. Quand on vous dit qu'il suffit de traverser la route pour devenir, Jeff Bezos, Elon Musk ou, François-Henri Pinault, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que dans beaucoup de noms que je vous ai cités là, c'est des héritiers. C'est ça aussi qu'il faut que vous vous intégriez dans vos têtes. Les plus les plus riches, millionnaires, milliardaires de cette planète, souvent, c'est de la richesse générationnelle par héritage. C'est pas des gens qui se sont réveillés comme vous et moi là. Moi, je suis une enfant d'employé et là, vous êtes enfant d'ouvrier aussi ou employé, qu'importe et vous pensez que là, vous allez avoir l'idée révolutionnaire qui va faire que
dans 6 mois, vous allez vous asseoir à la table des noms que je vous ai cités là? Warren Buffett, c'est vous? Non, arrêtez. Entreprenez si vous le souhaitez. Si vous êtes solide sur tous les points que je vous ai cités, il y a pas de allez-y. Je vous encourage, comme je vous encourage à, changer de métier ou changer d'employeur et cetera. Il n'y a pas de souci. Mais soyez solide sur vos appuis. Ne vous basez pas sur des rêves comme ça juste parce qu'aujourd'hui, il y a tel truc qui vous saoule. C'est des décisions beaucoup trop importantes pour que ce soit pris à la légère. Soutenez vos amis entrepreneurs. Je vous le dis parce que, voilà, on est entre nous. Certains d'entre nous pensent que un ami entrepreneur, tranquille, il va me faire gratuit, il va me faire moitié prix sur sa prestation. Non, c'est nous les premiers qui devons faire de la pub pour leur business. C'est nous qui devons utiliser leur business si possible. On doit faire tourner, on doit en parler, on doit, leur ramener des gens, et si on fait appel nous-mêmes à leurs prestations, on doit payer plein pot. Si ça vous gêne de mettre 30 ou 40 € dans le business de vos amis, il y a 2 raisons. Soit ce ne sont pas vraiment vos amis et donc cherchez-vous, ou bien vous ne croyez pas au produit ou au projet. Ça, c'est autre chose et je peux le comprendre. Mais normalement, vous êtes censés être les clients numéro un et les payeurs et les publicists, les PR de vos amis entrepreneurs. Ce n'est quand vous êtes là en train de vous plaindre et de dire que ouais, la vie d'entreprise, c'est relou, imaginez la personne qui est en même temps, qui fait le marketing, qui fait la prospection, qui fait le travail même, qui, a la tête sur la comptabilité, sur, la concurrence et tout. Une seule personne qui se trouve à être homme ou femme orchestre. Imaginez la solitude qu'ils ressentent quand nous, à côté, on est juste en plus en train de se plaindre de: «Oh ma collègue de la compta franchement». Ouais, mais il y a des gens autour de toi. Dans le pire des cas, si demain tu es malade et tu arrêtes, il y a ta collègue de la compta qui va faire. L'entrepreneur, le jour où il est malade, personne ne va faire à sa place s'il est tout seul. Donc, jetez-vous dans l'entrepreneuriat si vous le voulez et si vous en avez les capacités, mais soyez sûr d'où vous mettez les pieds. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il est temps maintenant que je vous dise exactement pourquoi je me suis absentée, pourquoi j'étais moins présente et tout. D'une part, je vous l'ai déjà dit avant et je l'ai dit plus tôt dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que clairement, les podcasts, les spaces sur Twitter, vous faire des updates sur, Instagram et cetera, c'est pas mon job. C'est un loisir, c'est pour vous rendre service, c'est pour qu'on traverse tous ensemble les turpitudes et les difficultés de la vie d'adulte. Je le fais pour vous, c'est avec plaisir. Par contre, j'ai un boulot qui paye mes factures et qui paye mon niveau de vie. Ce qui s'est passé depuis 4 mois aisément, c'est un changement professionnel qui est un peu aligné avec non, qui est très aligné avec, mes ambitions personnelles et professionnelles. Ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé avec, donc du coup, je l'ai dit dans le space, mais vu que c'est pas enregistré, vous ne le savez pas et je vous le redonne en exclu de toute façon à vous. Il y a environ 4 mois, si ce n'est pas 5, heu, un cabinet de chasseurs de tête me contacte sur LinkedIn parce que mon profil est à jour. Je vous ai dit, il faut faire. Mon profil est à jour sur LinkedIn. Ce cabinet me contacte en me disant: «On a une opportunité de fou pour vous. Est-ce que vous avez du temps pour qu'on vous en parle?» Vous le savez, je vous l'ai dit, la réponse qu'il faut absolument donner dans tous les cas, c'est oui. J'ai trouvé un créneau de 30 minutes, j'ai dit: «OK, tel jour, telle heure, on peut s'appeler». Au moment du rendez-vous, on discute et cetera, l'offre me paraît sympa et c'est à la fin de l'entretien que la dame me donne le nom de l'entreprise. À vous, je vous le dis, pendant le space et dans tous les différents updates que j'ai écrits et j'ai jamais cité le nom de l'entreprise, je vous le dis à vous, il s'agit de Tesla. De toute façon, je ne pouvais pas le dire sur Twitter, sachant que Twitter et maintenant X appartient au même monsieur qui est Elon Musk. Donc c'est Tesla qui m'a approché avec une opportunité en me disant: «Voilà, c'est un poste de DRH sur tel type de métier» et cetera. Bon, j'ai fait des entretiens, j'y suis allée,
et j'ai refusé. J'ai refusé le poste proposé par Tesla parce que le poste auquel j'avais postulé a été donné à un autre candidat et on m'a proposé un poste qui était rattaché à cette personne. Moi, quand je choisis un métier, quand je choisis un poste, pardon, une entreprise, c'est déjà, il faut que ce soit par rapport à l'entreprise et je choisis pour le manager. Si je connais pas le manager, je l'ai jamais vu, je connais pas son style managérial, c'est mort, j'y vais pas. En plus de ça, je ne suis pas en second choix. Donc ils ont ouvert le poste pour moi et tout, hein, clairement. Ils m'ont dit: «OK, on est en train d'ouvrir ce poste, on va te rappeler, on te dit exactement les tenants et les aboutissants» et c'est là où on me dit que ça va être rattaché à la personne qui a pris le poste pour lequel on t'a contacté à la base. Bah non, bah non. Je ne veux pas, être dans l'équipe, d'une personne dont je vise le poste à la base. Non, c'est pas possible. De toute façon, j'avais eu mes amis le savent très bien, je leur en avais parlé. J'avais déjà, des doutes initialement. Quand à la fin du premier entretien, la meuf du cabinet de chasse de tête là, de recrutement exécutif m'appelle pour me dire à la toute fin que c'était cela, rien que là, je me suis dit: «Ouh, tout ce que vous voulez, mais oh, dis-moi directement d'aller chez Total. À ce point-là, on va directement chez Total. Si je dois m'asseoir sur mes principes et mes valeurs, je vais chez Total directement. Parce que c'est un truc très important pour moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est qu'être DRH dans une entreprise. Il y a déjà des choses. Moi, je vous le dis clairement, hein, je suis quelqu'un de gauche. Voilà. Bref, j'ai une idéologie de gauche. Quand tu es en ressources humaines, déjà, il y a quelques petites choses sur lesquelles tu dois un peu t'asseoir au niveau de tes valeurs personnelles. Mais c'est épisodique, c'est par rapport à certains licenciements, par rapport à certaines considérations économiques. Mais bon, tu vois, c'est assez rare. Donc c'est vivable. Quand en plus de ça, tu bosses pour une entreprise qui est l'archétype du capitalisme et dont le PDG est vraiment la folie incarnée, les décisions prises à l'emporte-pièce, sans égard pour les individus qui font réellement le travail tous les jours à l'usine. Non, non. Donc j'avais eu des doutes. Mes potes m'ont dit: «Ça paye combien?» Je leur ai dit les chiffres. Ils ont dit: «Assieds-toi encore un peu plus longtemps sur tes principes». Mais in fine, j'ai refusé. Il y a eu d'autres entreprises qui se sont présentées à mon portail et au final, j'ai fait un choix du cœur dans 2 dimensions. J'ai fait un choix du cœur parce que je voulais vraiment un environnement qui allait se rapprocher de ma manière de vivre le poste de DRH. Vous voyez, souvent, et je suis obligée d'être, d'accord avec vous. Souvent, vos DRH, ce sont des personnes qui vivent un peu dans une tour d'ivoire, qui sont pas accessibles. Alors, en tant que salarié, c'est là aussi où il faut que vous compreniez qu'il y a une distance qui est normale. C'est qu'en tant que salarié, normalement, vous n'êtes pas censé interagir avec votre DRH, sauf si vous avez des gros problèmes ou s'il y a une superbe nouvelle incroyable. Normalement, c'est les 2 seules situations dans lesquelles vous vous retrouvez face à votre directeur ou directrice des ressources humaines. Sinon, vous avez un généraliste chargé, coordinateur des ressources humaines et cetera, qui est votre contact au quotidien. Votre directeur ou directrice des ressources humaines, c'est pas quelqu'un que vous êtes censé ni voir, ni à qui parler souvent. Ça, de toute façon, c'est un fait, d'accord? Donc quand vous êtes toujours en train de taper sur vos RH et tout, je comprends parce que, du coup, c'est les chargés, coordinateurs, généralistes, responsables qui sont censés être à votre contact. Eux, des fois, c'est vraiment des zéros. Donc vraiment, ils sont nuls et ils n'ont pas cette fibre relationnelle. Donc ça, je vous l'accorde totalement. Mais il faut que vous sachiez qu'au niveau, de la direction des ressources humaines, vous êtes pas censé interagir avec ces gens-là. Cependant, voilà, j'ai une approche assez spéciale en termes de ressources humaines. J'aime pas établir une trop grande distance et dire: «Voilà, moi je fais partie du management et cetera, et vous, vous n'êtes que des manants, heu, des de bas étage à qui je ne veux pas adresser la parole», pas du tout. Même s'il y a forcément le principe même de mon métier, le contenu même de mon métier, c'est d'avoir beaucoup d'informations confidentielles. Ça, c'est des trucs que je vais discuter avec les gens de mon équipe. Par contre, ça ne m'empêche pas, d'être au bureau, de prendre un café avec X, Y, Z, de prendre part aux discussions et de ne pas être vue comme la bête noire. Pas juste parce que je suis une femme noire.
mais un ou une DRH n'est pas forcément méchant. Donc j'avais besoin de cet alignement-là. Il y a une entreprise spécifique qui me permettait ça, une entreprise dont dans la culture, hem et dans les valeurs, c'est écrit en gros, bon je vais jamais vous donner le nom parce que je veux pas que vous sachiez où je bosse, mais c'est très peu d'ego. Ego réduit au minimum. Bah, je signe. Les conditions de travail me convenaient très bien, les conditions salariales, mais on se retrouve avec plus 17 000 par rapport à mon job précédent. Clairement, il y a quelqu'un qui sous-payait, hein, dans cette histoire. Parce que j'ai pas eu besoin de négocier, hein. On m'a donné directement dès le départ, même sur l'annonce, le, la fourchette de salaire était indiquée. J'ai pris le maximum de la fourchette, j'ai enlevé 1 000 €, j'ai dit: «C'est ça que je veux». On m'a dit: «OK, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir par rapport à ton profil, les impressions que tu as données en entretien et tout». Quand on m'a dit: «Eh, c'est toi qu'on prend», on m'a dit: «Oui et c'est avec ce niveau de salaire». «Oui, très bien, merci». Ça s'est passé de manière aussi fluide. Je sais que souvent quand vous voulez changer de carrière, changer de métier, changer d'emploi ou d'employeur, souvent c'est une question que vous me posez. «Ouais, je fais comment pour négocier?» Mais négocier, ça, c'est en interne que c'est une problématique. Quand votre profil est solide et que vous allez voir ce qui se passe ailleurs, vous avez même plus besoin de négocier parce qu'on vous donne directement une fourchette, on vous donne directement les informations par rapport à vos prétentions salariales et vous vous positionnez. Je ne dis pas que je vais tout le temps faire des sauts de 17 000 € comme ça, en salaire annuel. Je le redis, hein, pas mensuel, pas déconner. Mais c'est loin d'être impossible. Hem, donc je suis super contente de cette nouvelle opportunité. C'est encore une boîte américaine, vous me connaissez, c'est encore une boîte internationale où j'ai un périmètre international, enfin où je prends en charge toute l'Europe. Là où je suis directement rattachée au DRH, monde, au DRH groupe. C'est voilà, c'est ce dont je rêvais. Tout est aligné et c'est aligné avec ma vie personnelle, parce que, voilà, j'ai un petit projet, qui se profile à l'horizon, dont je n'ai pas besoin de vous parler parce que, bah, c'est une fois que je l'aurai vécu, que s'il y a des difficultés particulières, je vais vous en parler, hein, parce que ce que je fais, c'est juste, pour vous aider à traverser la vie d'adulte. C'est pas, pour vous raconter ma vie, j'aime pas faire ça, en fait. C'est pour ça que je vous donne pas de détails. C'est pour ça que je vous dis pas qui, où, pourquoi, comment, mais juste assez d'éléments pour vous aiguiller, en fait, et que vous vous permettiez aussi de poser des questions. Justement, pour poser des questions, normalement, vous savez où me contacter, mais je vous le dis à nouveau. Vous pouvez m'envoyer des DM sur Instagram @bo2 chiffre 2 ma vie. La même chose sur Twitter @bo2 chiffre 2 ma vie. Sur Twitter justement, il y a un Curious Cat qui est épinglé en haut du compte et qui vous permet, d'envoyer des questions anonymes, au cas où vous êtes timide. C'est vrai que vous n'avez pas l'anonymat forcément sur Instagram et en DM Twitter. Vous pouvez m'envoyer des emails sur la régie de la BO, tout attaché sans accent, @gmail.com. La régie de la BO, @gmail.com. Évidemment, les épisodes sont toujours disponibles sur Spotify, sur, YouTube, sur Google Podcast, sur Deezer, n'oubliez pas, c'est sur Deezer également, normalement sur Amazon Music aussi, enfin je vous mets sur le plus de plateformes possibles. Hem et j'essaye d'être, fréquente, dans mes publications, mais voilà, là vous l'avez compris, je m'étais focalisée sur ma vie professionnelle et personnelle, heu, mais voilà, ça vous empêche pas de me poser des questions. Une fois n'est pas coutume parce qu'on est en février et la Saint-Valentin vient tout juste de passer. Je l'ai dit sur Twitter, c'est le mois de l'amour. Donc il y a eu l'épisode précédent sur, l'amour dans sa diversité, hein, hors, monogamie et exclusivité. Bon là, aujourd'hui, j'ai fait une petite, entorse parce que je voulais vraiment vous parler de ces, changements de carrière. Mais ensuite, je vais faire 2 épisodes orientés sur l'amour qui vont sortir jusqu'à, fin février. Donc, on va parler d'un concept, il peut me déranger de temps en temps, mais bon, déjà je vais en parler, en space sur Twitter, mais je vous donne un petit peu, l'avant-première. Donc,
un épisode va parler du self-love, l'amour de soi-même. On entend souvent qu'il faut savoir s'aimer soi-même avant d'être aimé par les autres, et cetera. Donc est-ce que le self-love, l'amour de soi-même, est une, connerie? Est-ce que c'est du bullshit de développement personnel ou bien c'est une réelle nécessité pour devenir un adulte accompli? On va en parler la prochaine fois avec une de mes chansons préférées, LL Cool J, Love You Better. Normalement, si vous êtes des gens qui aimez vraiment la musique, Love You Better est une de vos chansons préférées de LL Cool J, avec Headsprung et Doing It. Oh, d'ailleurs, je devrais faire un thème autour de Doing It. Donc, c'est ce dont on va parler et normalement, juste après ça, après cet épisode self-love, on va rire un peu avec une chanson. En fait, ça m'emmerde parce que j'avais fait ma liste de sujets bien avant, hem, toutes, les nouveautés qui sont sorties sur Puffy, Puff Daddy, P. Diddy. Hem, on va voir si je garde cette chanson ou si je change. Mais oh sinon je prends une chanson de C-Boy, hein. La meuf qui il y a toujours une chanson pour remplacer. Hem, normalement, je voulais utiliser la chanson Bad Boy for Life de P. Diddy et avec son Bad Boy, Entertainment. Hem, Bad Boy for Life parce qu'il est temps que les garçons se détendent un petit peu dans, en amour là. Toujours à vouloir être trop dur, trop méchant. «Ah non, moi je suis pas un sentimental, je suis pas un romantique, non, je suis trop dur en amour». Les gars, adoucissez-vous parce que peut-être que ça fonctionne quand vous avez 15-18 ans là-bas là, mais attendez quand vous avez 30 piges, arrêtez votre histoire de: «Je suis trop dur». Donc c'est pour ça que je voulais utiliser Bad Boys for Life. Mais du coup, si je dois changer, je vais prendre le son de C-Boy, Dangereux mot Bali. Écoutez, ici on fait des saltos pour retomber sur ses pattes. Donc je vais voir quelle chanson j'utilise, mais prochainement en tout cas, on se retrouve d'abord sur l'épisode autour du self-love avec Love You Better de LL Cool J. Merci beaucoup pour votre temps, votre attention. N'hésitez pas à me contacter pour des questions, des commentaires et à intervenir dans les spaces. Le prochain, d'ailleurs, bah, c'est sur le self-love ce jeudi 22 euh, à, je pense, 21h30. Je vais voir avec mon coach. Donc, on se retrouve sur Twitter demain soir. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.